Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein de Be Harmonist, le collectif qui vous aide à développer votre business de manière harmonieuse. Aujourd'hui, je reçois Fernanda Alonso-Gautrey, la DRH d'une des plus belles scale-up françaises, Open Classrooms. On y revient sur l'histoire extraordinaire d'Open Classroom et sur son incroyable mission, rendre accessible l'éducation. La suite est dans l'épisode, bonne écoute à tous. Bonjour Fernanda. Bonjour Vincent. Comment est-ce que tu vas ? Moi je vais bien et toi ? Bah écoute, super bien. Il fait super beau ici à Paris. Toi tu es à Londres je crois ? Je suis à Londres et c'est pareil. C'est une journée super belle ici à Londres, donc ça fait du bien. Ah super. Bah écoute Fernanda, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je pense que tous nos auditeurs ont vraiment hâte de te connaître. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis super contente de pouvoir parler avec toi. Moi, je suis Fernanda Alonso-Gautrey, j'ai 43 ans et je suis depuis mars 2021, donc ça fait pas longtemps, Chief Human Resources Officer de Open Classroom. J'ai commencé ma carrière au Brésil en tant qu'avocate de droit des affaires internationales. J'ai bougé un peu partout, donc j'ai habité en France, après ici en Angleterre. Et en 2008, on m'a proposé de prendre en charge aussi une direction RH, au-delà de la direction juridique que j'avais dans une start-up dans les énergies renouvelables. Et c'est comme ça que je découvre le métier des ressources humaines. Je n'étais pas très attirée au début, je trouvais que c'était un peu vieux jeu à cette époque-là. Et je suis tombée complètement amoureuse du métier. Et depuis ce temps-là, j'ai accompagné, donc j'ai mis en place les stratégies RH pour des sociétés de scale-up en Europe, donc dans les secteurs de voyage, dans la fintech, dans la beauté et maintenant dans l'éducation. Et qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse du coup des RH ? Parce que c'est pas forcément un parcours qu'on attend quand on était avocate en droit des affaires internationales, quoi. Ouais, mais je pense que la peur que j'avais avant de commencer en tant qu'RH, c'était est-ce qu'on avait un impact important sur la société, sur le business. Quand tu es directrice juridique, tu vois pas mal de contrats passer, tu fais des acquisitions et tout ça. Et finalement, je trouve que l'impact qu'on a en tant que professionnel des ressources humaines est immense, puisque on peut faire développer la société d'une manière assez importante. Et en plus, c'est un impact sur la vie des personnes. Et moi, je suis passionnée de voir développer les collaborateurs, mes équipes et les personnes, et moi-même, parce que j'apprends énormément avec tous ces échanges. Et donc, je trouve que c'est un métier qui combine ces deux parties. Comment tu peux faire les gens et les sociétés accomplir leurs objectifs. Et ça, c'est super chouette. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, tu le disais au début, tu as rejoint Open Classroom assez récemment. Alors du coup, pourquoi Open Classroom et pas une autre scale-up ? Parce qu'il y en a plein, il y a toujours plein de besoins sur les problématiques RH. Plus la boîte grandit, plus tu as besoin de gens pour aider ça. Donc voilà, pourquoi Open Classroom ? Il a tellement de raisons, on peut passer pas mal de temps là-dessus. Mais je t'assure que c'est pas ton 8e ou 9e entretien d'embauche, tout va bien. Non, mais c'est vrai. Donc, quand Pierre, qui est le CEO de Open Classrooms, m'a contacté et a commencé à expliquer l'ambition de la société, j'étais très attirée par cette folle envie de croissance et folle envie d'impacter la communauté et le secteur aussi. Moi, donc, de par mon histoire et aussi mon métier, moi, je travaillais avec l'éducation. Pour moi, c'était super intéressant. Donc, moi, je suis brésilienne, comme je disais. Ma famille, mes parents, ils ont été tous les deux les premiers dans leur famille respective avant un diplôme universitaire. Et j'ai grandi avec ces motos tout le temps en disant Fernanda, il y a un seul héritage dans cette vie, c'est l'éducation qu'on va essayer de te fournir, et l'éducation, on peut pas l'enlever. Donc, pour moi, et ça au Brésil, c'est super important. On aurait pu faire tellement plus d'avancées si l'éducation était accessible à tous. Donc, il y avait cette partie-là de mon histoire personnelle. En tant que métier, je pense que tous les professionnels des RH sont passionnés de développer les autres. On a déjà parlé un peu de ça. Ouais, bien sûr. Et donc, pour moi, avoir cette possibilité de développer les gens, de développer leurs compétences, c'était très intéressante. Après, il y a la croissance.
Je pense que Open Classrooms a une croissance qui est soutenable dans la durée, qui a une histoire qui est super intéressante. Et j'étais complètement bouche bée, super épatée par la qualité des équipes. Je pense que c'est très difficile, et pourtant j'ai un peu d'expérience dans ce secteur-là, dans les scale-ups, d'avoir autant de gens compétents dans une seule société. Donc moi j'étais attirée, j'avais envie de travailler avec ces gens-là. Ok. Et du coup, tu nous parlais de l'histoire d'Open Classroom. Elle est assez folle. Moi, je la connais assez bien parce que ça fait un moment que je suis Open Classroom, mais je suis pas sûr que tout le monde la connaisse. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement d'où ça vient, Open Classroom? L'histoire, elle est assez extraordinaire. Donc, on est en 1999. On a Mathieu Neura, cofondateur d'Open Classroom, qui a 13 ans, qui a envie de développer un site internet, donc d'apprendre à coder. Et il commence à chercher dans toutes les librairies où il habitait des livres pour apprendre à coder. Et il se rend compte que tous les livres étaient faits pour des professionnels. Donc, il fallait avoir déjà une certaine connaissance pour commencer à apprendre quelque chose. Il trouvait ça super bizarre et il décide de lire un livre quand même. Donc, il va jusqu'au bout, donc il persiste et tu vas voir dans son, oui, Il a bien persisté. Ouais, il a bien persisté et ça, c'est une des valeurs aussi de la société. Donc, il persiste, il termine son livre et il décide de retranscrire le livre, de refaire ces cours-là de la manière qu'il aurait voulu accéder à la connaissance qu'il aurait voulu apprendre. Donc, ça, c'était, il commence à avoir une communauté en ligne pour donner des cours de programmation où les gens étaient volontaires. Et ça, c'est le site du zéro, puisque les gens apprennent from scratch, du zéro, une nouvelle connaissance. Une des personnes qui se porte volontaire et qui commence à travailler beaucoup avec Mathieu, c'est Pierre, et leur histoire de collaboration. Et Pierre, à quel âge à l'époque? Et Pierre avait 11 ans. Donc, il est encore plus jeune que Mathieu. Donc, c'est là où il était beaucoup plus jeune, mais avec énormément de connaissances déjà en programmation. Et donc, ces partenariats se développent, ils continuent à collaborer. Au début, c'est un peu un projet à côté, c'est pas leur Et puis ils ont 11 et 13 ans, ils sont au collège. Donc, c'est vraiment quelque chose de parallèle et ça devient plus important et à un moment donné, ils commencent à publier des livres sur les cours qu'ils faisaient jusqu'à ce qu'en 2013, ils créent Open Classrooms, qui est une école 100% digitale. Ok, incroyable. C'est une histoire qui est assez incroyable parce que tu es entrepreneur à 11 et 13 ans, quoi. Donc c'est effectivement assez dingue. Et donc du coup, c'est super marrant parce qu'ils ont quand même attendu que Pierre ait 18 ans pour lancer la société. Pour avoir le droit de créer la société en France. Bah oui, bien sûr. C'est quand même assez intéressant. Et donc du coup, tu vois, au début, on est un site un peu en mode forum, avec des tutos, etc. Vraiment le début de l'Internet. Aujourd'hui, Open Classroom, c'est une scale-up, c'est une super entreprise et qui gagne de l'argent, ce qui n'est pas forcément évident quand on est au départ avec un site web. Aujourd'hui, c'est quoi le business model d'Open Classroom? Comment ça marche? Comment on a transitionné de ce site amateur créé par deux garçons de 11 et 13 ans à une des plus belles sociétés françaises? Ouais, donc on a une école, comme je te disais, 100% en ligne, qui développe des compétences des étudiants. Et donc les modèles, pour faire très simple, on continue à avoir une partie, plus de 600 cours qui sont 100% gratuits, qui sont en ligne. Donc tu décides de te former, de apprendre comment mieux travailler en télétravail maintenant, et tu entres sur les sites et tu peux te former. On a à peu près 400 000 étudiants par mois qui sont inscrits et qui sont formés, et ça depuis 140 pays différents. Donc ça, c'est l'offre gratuite qu'on a toujours. Cette idée, et c'est la mission de rendre l'éducation accessible. Et accessible, c'est non seulement l'accès à l'outil de formation, mais la façon dont cette formation est accessible, donc et comment elle est déployée. Et à cela s'ajoute une autre gamme, plutôt une licence qui donne que ce soit aux étudiants ou aux entreprises, des accès à un suivi plus particulier, un accompagnement
plus détaillée. Donc ça, c'est une offre premium, une licence. Et on a, en plus de ça, qui est aussi payant, mais qui avec différents types de possibilités en termes de financement, on a 55 parcours diplômants. Donc c'est des parcours qui sont reconnus par l'État français et on commence à faire une expansion aussi internationale là-dessus, qui on rajoute quelque chose de très particulier, qui c'est une garantie à l'emploi. Donc, un étudiant qui termine une formation diplômante chez Open Classrooms, d'abord, il est accompagné par un coach pour trouver du travail. Et si jamais il ne trouve pas de travail dans les 6 mois suivant la fin de sa formation, il aura les frais remboursés. Donc, ça, c'est super intéressant. Et si tu peux me permettre, il y a une partie aussi qui est assez brillantissime, c'est la pédagogie. On a une pédagogie qui est super innovatrice. Donc, dans un cursus classique, tu as la moyenne, tu passes les cours. Ça ne veut pas dire que tu as acquis la compétence. On a tous été à l'école, il y a toujours des examens qu'on a passés, parce qu'il fallait répondre aux questions de l'examen, mais on n'a pas forcément besoin d'être appris réellement quelque chose, quoi. Et donc, chez nous, c'est différent puisque on développe vraiment des compétences et pour développer ces compétences, donc tu peux pas avoir 50% de la compétence développée, il faut qu'elle soit acquise à 100%. Et pour faire ça, c'est des projets professionnels qui sont très détaillés. Donc, c'est une combinaison des cours, des projets professionnels et aussi des séances de mentorat. Donc, c'est une école en ligne, mais tu as une fois par semaine un accompagnement d'un mentor qui va te guider. C'est pas un prof, mais c'est quelqu'un qui te guide sur ces parcours-là. Donc, c'est super intéressant. Et en fait, ce qui est assez différent, je pense, chez Open Classroom de d'autres plateformes de MOOC ou autres, c'est que vous êtes très impliqué dans la pédagogie, dans la création du cours. C'est pas juste n'importe quelle entreprise ou quelle école qui vient poser son cours sur votre plateforme et vous avez un cours fait par HEC ou X ou qui vous voulez, quoi. On n'est pas un marketplace, non? On est une école, donc vraiment, on a des ingénieurs pédagogiques. C'est ça qu'il faut que les gens réalisent, c'est que vraiment vous êtes une école en ligne, vraiment, quoi. Ouais. Et avec une qualité de contenu qui est très très importante. Si tu penses aussi, il y a dans la partie, comme on a pour la partie gratuite, c'est une licence, une creative licence, donc tout le monde peut utiliser. C'est pas qui en termes pour l'usage personnel, mais tu peux utiliser un cours Open Classrooms aussi pour former tous les collaborateurs entreprises. Tous les cours gratuits, et il y a cet accès-là. Et même il y a pas mal d'écoles qui utilisent nos cours. D'accord. C'est une plateforme aussi, donc c'est super intéressant. Ok. Alors du coup, si on s'arrête un peu tu nous as parlé de la mission d'Open Classroom, donc rendre l'éducation accessible. Je veux dire, c'est pas une petite mission, quoi. Ouais. C'est super ambitieux. Ah bah oui, complètement. Ouais. Et tu vois, quand on pense à l'éducation, à la rendre accessible, etc., on pense pas forcément à une entreprise. Enfin, tu vois, c'est plus quelque chose d'intérêt général. Tu vois, quand moi j'étais à l'école, justement, on nous apprenait, oui, l'éducation, c'est une mission de l'État, etc., etc. C'est comme ça que la France s'est créée, grâce à l'éducation en partie, on a créé une communauté, etc. Aujourd'hui, comment on fait pour être une entreprise avec un modèle donc lucratif qui assume une mission d'intérêt général? Ouais, je pense que déjà, les défis qu'on a, ils sont tellement, en tant que société, ils sont tellement importants qu'imaginer que l'État tout seul ou l'État plus les citoyens puissent régler ces défis-là, que ce soit dans les questions sociétales ou environnementales, je pense que c'est plus possible. Donc, nous, on a eu, depuis le début, on a envie d'impacter la société, de changer la vie des personnes. Et depuis 2019, on a mis cette mission dans les statuts de Open Classrooms. Et après, avec la loi Pacte, en 2020, on est une entreprise à mission où ça veut dire qu'on combine non seulement l'intérêt plutôt économique, puisqu'il faut qu'on se développe économiquement, mais aussi cette notion d'un bien commun, donc d'intérêt général, qui est vraiment au cœur de notre modèle économique. Je pense que c'est ça qu'il faut penser. On peut avoir un impact si cela
est vraiment dans les gènes et dans le cœur du modèle économique de l'entreprise. Et effectivement, on va revenir là-dessus, mais tu vois, il y a un truc que tu as dit qui m'intéresse beaucoup, c'est aujourd'hui pour régler des telles problématiques, c'est plus que l'État ou que l'entreprise ou qu'un acteur, je sais pas, du secteur associatif par exemple, qui peut le faire. Et c'est assez intéressant parce que justement en France, pendant longtemps, on a eu tendance à opposer secteur privé, secteur public. Enfin, en gros, on dit que c'est pas possible de travailler avec l'État parce que c'est trop long, etc. Vous le faites beaucoup, si je me trompe pas. Vous avez des partenariats avec l'État français. Il y a plusieurs présidents qui sont passés chez Open Classroom, etc. J'ai le souvenir de François Hollande qui était venu remettre des diplômes, je Ouais. crois. Ouais. Justement, comment marche ce modèle de collaboration entre une start-up et l'État, qui sont quand même les deux entités les plus éloignées qu'on puisse imaginer dans l'imaginaire commun? On est très proche dans plein de sujets, puisqu'il y a cette question de vraiment de mettre l'intérêt général avant l'intérêt de l'entreprise. Donc, on a des collaborations à plusieurs niveaux avec l'État français ou avec des entités publiques. Donc, dans certains cas, par exemple, il y a la fonction publique est notre cliente. Donc, je pense à la gendarmerie nationale qui a formé ces fonctionnaires dans l'intelligence artificielle avec nous. Donc, c'est nos clients aussi. Donc ça, c'est intéressant. C'est un partenariat qui marche très bien. Et il y a aussi cette partie, et surtout après la crise avec cette pandémie, avec la Covid et tout ça depuis mars 2020 et l'impact qu'il a eu dans la possibilité d'avoir un emploi. On a des collaborations très puissantes avec Pôle emploi, avec la région Île-de-France pour pouvoir développer les demandeurs d'emploi et donner des possibilités. Donc, on peut pas penser que l'État, comme j'avais dit avant, peut faire tout seul, mais nous, comme entreprise, on peut pas faire tout seul non plus. Ouais, donc, c'est une collaboration. Et chez nous, et c'est pour ça que je disais, on est beaucoup plus proche qu'on ne paraît. On a aussi pas mal de gens qui viennent du secteur public, qui ont travaillé dans des organismes de formation. Donc, on a cette connaissance aussi. Ok, oui, effectivement, je te confirme, en termes de partenariat avec la région Île-de-France, à l'heure où on enregistre ça, je peux pas sortir de chez moi sans voir une affiche Open Classroom. Donc, je suis trop contente. Ouais. Donc effectivement, on est très fiers. On vous voit beaucoup. Ouais, on est très fiers. Et du coup, pour revenir sur la partie entreprise à mission, parce qu'effectivement, tu en as parlé, il y a la loi Pacte, etc., qui a fait entrer ça de manière officielle dans les textes. Mais une entreprise à mission, c'est pas juste une entreprise avec une mission, entre guillemets. C'est un vrai statut, qui implique de mettre en place beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu le vis chez Open Classroom? Qu'est-ce qui est différent entre une entreprise à mission et une scale-up, entre guillemets, traditionnelle? Et donc, si on revient rapidement sur les cadres juridiques, pour être une entreprise à mission en France, d'abord, il faut inscrire la mission dans les statuts de la société et définir quels sont aussi les plans d'action et en termes soit environnementaux, soit sociétaux, et donc définir cette modalité de suivi, parce que c'est très joli d'avoir une mission, mais si on n'arrive pas à la suivre, ça sert à rien, et ça c'est un peu dommage. Donc ça c'est plutôt du pipeau. Donc il faut faire avoir un organisme qui suit cette mission, avoir des règles de gouvernance aussi qui sont très claires là-dessus. Et après, un organisme tiers, donc c'est vraiment comme un commissaire aux comptes qui va vérifier si tu es en train d'accomplir ta mission avec les indicateurs. Chez nous, comment ça se passe? Donc ça, c'est le cadre juridique, c'est la loi Pacte. Chez nous, la situation est la suivante. On a constitué un comité mission avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, c'est super intéressant. On a les menteurs, que je disais qu'on a un mentorat très fort. On a des représentants des étudiants, nos collaborateurs, des partenaires du secteur public, des entreprises. Donc, toutes ces personnes-là travaillent ensemble pour définir si nous sommes analyser nos données et faire des recommandations pour qu'on puisse accomplir notre mission de rendre l'éducation accessible partout, par tous. Donc, ça, c'est cette partie-là. Et donc, c'est super intéressant. Le comité a publié en 2020 et pour ceux qui sont intéressés sur le sujet, il faut aller voir
notre rapport de comité d'émission qui est super intéressant. On mettra le lien dans la bio de l'épisode. Ouais, top. Et là, on attend avec impatience le rapport 2021. Et justement, j'avais lu un article de Pierre, donc Pierre Dubuc, le CEO de Open Classroom dont on a déjà parlé, qui dit qu'en gros, votre mission, c'est votre North Star. Donc l'étoile du Nord ou l'étoile polaire, je suis pas un grand astronome, mais on a compris l'idée. Surtout quand on est entrepreneur, on parle souvent de North Star Metric. C'est le truc que tu mesures. Si tu as un indicateur que tu suis, c'est celui-là, quoi. Vous, aujourd'hui, justement, c'est quoi les indicateurs que vous mettez en place chez Open Classroom pour suivre la réalisation de cette mission? Ouais, donc nous, c'est rendre l'éducation accessible et liée à l'emploi, comme on a pu discuter. Donc, notre ambition, c'est d'avoir 1 million d'étudiants placés dans l'emploi tous les ans, d'ici 2025. Et l'indicateur clé de succès, c'est le nombre de personnes accompagnées vers un emploi. Ça peut être la création d'un emploi. Il y a des gens qui créent leur société, donc ça, c'est un emploi aussi, ou qui trouvent un emploi. Et ça, on vérifie par des questionnaires qui sont faits mensuellement avec nos étudiants pour savoir s'ils considèrent que l'accompagnement d'Open Classroom a été déterminant sur le fait de retrouver un emploi ou pas, dans quelle entreprise ils travaillent, donc avec pas mal de données objectives aussi. Donc ça, c'est pour nous l'indicateur clé. Cet indicateur, il est vécu en interne de façon très forte. Donc, je pense que déjà, l'étudiant a une place toute spéciale chez Open Classrooms et ça, c'est très intéressant. Puisqu'on, par exemple, dans le parcours d'onboarding qui c'est en cours, on a oui, que j'ai regardé d'ailleurs, qui est super. On a 2 cours qui sont super intéressants. Donc, il y a How Do We Work, que tout le monde peut regarder. C'est un peu la première partie, premier accès à la société. Et après, une fois que tu commences à travailler chez Open Classroom, c'est un onboarding path. Donc, c'est vraiment un cours, un parcours, comme les parcours que les étudiants ont, donc pour qu'on puisse connaître les produits. Et dans cette partie-là, il y a faire la connaissance des étudiants pour comprendre quelle est leur réalité. Moi, comme je viens de commencer, je fais mon parcours de onboarding aussi. Et tout le monde le fait, quoi. Tout le monde. Et j'ai eu la chance, par exemple, d'accompagner une des étudiantes succès, donc la personne qui s'occupe du succès de notre étudiant. Donc, nos étudiants sont au cœur de notre modèle. Et ça, c'est en interne aussi. Donc, ça, c'est l'indicateur clé. Et on a une société qui suit ses objectifs de manière très précise. Il y en a aussi des objectifs annuels qui sont liés à cet indicateur clé. Et donc, toute la société est très alignée sur ça. Oui, c'est ça, parce qu'on dit souvent on est ce qu'on mesure. Bon, c'est une phrase qui est un peu, un peu galvaudée, mais justement, ce qui est intéressant, c'est cet alignement, et c'est un peu notre sujet aussi. Tu vois, quand on parle de culture entreprise, c'est comment tu alignes tout. Tu alignes ta mission, tu alignes ta marque employeur, le recrutement de tes collaborateurs, l'onboarding de tes collaborateurs, les processus, les objectifs, et finalement ton organisation. Et alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu dirais que ça change, que ça a changé pour Open Classroom de suivre ces indicateurs qui sont vraiment liés à la mission et extra-financiers? Comment ça s'impacte derrière dans l'organisation, dans ce que tu vends à tes clients, dans comment tu parles avec tes partenaires, etc. Je pense que, encore une fois, et tu peux imaginer dans une scale-up, tu as tellement de projets que tu peux avoir plein de choses qui arrivent en même temps. Et à chaque fois, à chaque prise de décision, à chaque process qu'on met en place, on dit est-ce que cela nous fait avancer sur cette question d'amener plus de gens vers l'emploi. Est-ce que c'est vraiment là-dessus? Donc, ça, c'est quelque chose qui oriente toutes nos actions en tant qu'entreprise. Et ça, c'est tout le monde qui est capable de se poser cette question? Est-ce que ça a été diffusé, est-ce que ça diffuse et ça infuse dans l'ensemble de l'équipe d'Open Classroom, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être checké de manière top-down? Non, c'est complètement bottom-up et c'est ça qui est très chouette. Encore une fois, je pense que les gens ont besoin de connaître les équipes d'Open Classroom parce que c'est tellement de gens intéressants. Donc, il y a on fête
une commission diplômante quand on sait qu'on a eu des étudiants qui ont obtenu leur diplôme, donc l'ISLAC, tout le monde est super content. C'est la folie puisque on sait qu'on est en train d'impacter ces gens-là. On a des réunions comme toutes les scale-up hebdomadaires ou des rendez-vous un peu plus longs pour informer, pour partager. L'étudiant a une place importante. Donc, ça et l'impact, ou même les partenaires. La première réunion à laquelle j'ai assisté, c'était une discussion super intéressante avec quelqu'un du Pôle emploi qui expliquait quels sont les vrais métiers en tension et la difficulté qu'on a d'accompagner des jeunes. Donc, ça, c'est très, très vécu par l'ensemble des équipes. Ok. Et alors, du coup, tu parlais de scale-up, tu sais qu'il y a beaucoup de projets. Et Open Classroom, c'est une boîte qui est un peu unique, enfin en tout cas en France au moins, au sens où c'est une scale-up, mais c'est aussi une boîte qui a 20 ans. Ouais. C'est pas une entreprise qui s'est créée du jour au lendemain, ou je sais pas, en 4-5 ans, qui est devenue une scale-up. Et du coup, est-ce qu'une entreprise qui a 20 ans se considère encore comme une start-up? Comment est-ce que vous faites pour garder cet esprit chez Open Classroom? Si je peux me permettre de te challenger, Vincent, mais qu'est-ce que c'est une start-up? Tu vois, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, je pense que c'est là pour moi le point important. Est-ce que on est en train de parler d'une société qui est en train de prouver son modèle ou d'une société qui reste audacieuse dans la prise de décision? Il y a un petit côté stay hungry, stay foolish, quoi. Enfin, justement, quand tu as 20 ans, tu peux te dire, c'est le moment où tu peux commencer à te dire, on a toujours fait comme ça. Tu vois, la pire phrase qu'on puisse entendre, je pense. Mais au bout de 20 ans, tu pourrais comprendre qu'il y a des choses qui soient établies et que bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est là qui est tout l'intérêt et qui pour moi, depuis les premières conversations avec Pierre et le reste de l'équipe de dirigeants, les collaborateurs, il a cette volonté de faire mieux tout le temps. Et ça c'est aussi partie de l'ADN de Open Classroom. C'est jamais content, tu vois, et c'est pas établi, on essaye de s'améliorer. Il y a cette notion de vraiment croissance continue, de se remettre en question. Donc, on partage énormément d'informations. Donc, on a toujours cette envie d'aller plus vite, d'aller au-delà de nos possibilités. Donc, je pense que ça, si c'est cette partie-là, oui. De l'autre côté, moi, je suis épatée et je fais un peu mon rapport d'étonnement. Oui, vas-y. Pierre et Mathieu écouteront ça. Ils seront surpris. Déjà. Mais je suis épatée par la qualité des processus, le partage d'informations. On a un wiki Notion chez nous, mais qui est une mine de savoir. Et les gens contribuent de manière assez active. Donc, on a une certaine maturité. Et ces 20 ans nous donnent une certaine maturité, nous donnent une certaine aisance où on est, mais on est toujours en train de se challenger, d'aller au-delà. Donc, oui, on est un animal un peu particulier dans cet environnement-là. Oui, au final, c'est marrant parce que ce que tu dis illustre assez bien votre agilité, tu vois, parce que Notion, c'est pas un outil qui a 20 ans pour le coup, c'est un outil qui est assez récent, donc c'est un wiki, donc j'invite ceux qui écoutent à aller voir ce que c'est un super outil pour les startups. Et du coup, tu transitionnes toute une entreprise sur Notion, il faut quand même, c'est pas évident, tu vois, c'est en termes de knowledge management, etc., dans des gros groupes un peu fossilisés, avec cette caricature-là, c'est pas évident, tu vois, de changer toute l'architecture de connaissances de ton entreprise, par exemple. Ouais. Mais je pense que c'est là où c'est super intéressant, parce qu'il a vraiment cette volonté d'être transparent sur les connaissances, les informations et tout ça. Donc, voilà. Je pense et alors, du coup, effectivement, on parlait de Pierre et de Mathieu, etc. Donc, toi, tu t'es arrivé récemment dans l'entreprise, eux ils y sont depuis qu'ils sont tout petits, et tu viens t'occuper donc de tout ce qui est les ressources humaines, donc aussi j'imagine de la culture entreprise. Et la culture entreprise, c'est un truc qui quand même émane assez fortement des fondateurs, j'imagine encore plus fortement dans le cas d'une entreprise comme Open Classroom. Comment ça se passe? C'est quoi ton rôle avec eux deux? Comment tu viens, toi, amener ta pierre dans cette culture qui est bâtie depuis 20 ans? Déjà, je pense que je viens avec un regard différent, donc avec des expériences différentes, mais avec beaucoup de respect. Mais je suis assez épatée par ce qui a été construit
Et mon rôle, surtout sur la culture, c'est de s'assurer qu'avec la croissance, on est en forte hyper croissance. Hein, mais je peux te dire, aujourd'hui, on a 334 collaborateurs. Et dans 20 minutes, mes chiffres sont pas bonnes puisque mon équipe a recruté encore 2-3 personnes. C'est assez intéressant. Donc, dans cette culture qui va très vite, où on est en train d'avoir une expansion vers l'international et tout ça, mon rôle, c'est d'assurer que, les valeurs sont respectées dans nos processus, dans la façon qu'on recrute les gens, qui sont un outil de management, parce que je vois pas les valeurs comme quelque chose que tu affiches sur les murs et après tu dors et bon c'est fait. Non, les valeurs vont évoluer probablement dans le futur puisque la société va aussi changer, j'imagine. Tu vois, c'est normal qu'on les fasse évaluer, mais il reste les ADN et où on veut. Et pour l'instant, il faut que ces valeurs-là soient traduites dans tous nos processus, dans comment on fait progresser les gens, comment donc les promotions, les mobilités et la façon dont on traite les collaborateurs en interne. Parce que du coup, les valeurs d'Open Classroom aujourd'hui, c'est we care, we dare, we persist and we tell it as it is. Tu me dis si j'ai pas dit une bêtise. C'est exactement ça. Parfait. Et justement, comme tu le dis, les valeurs, c'est une expression de cet ADN qu'est la culture entreprise. Le but, c'est pas de les afficher sur les murs. Tu as tout à fait raison. Alors du coup, comment est-ce que vous avez fait pour les décliner? Parce que ce qui est intéressant, c'est comment tu les déclines d'ailleurs dans des comportements, dans des actions, dans des processus. Comment est-ce que tu fais ça et comment tu t'assures justement que ces choses-là restent vivantes avec l'hypercroissance? Ouais, donc on les utilise déjà pour moi, même en tant que comité de direction de ce team, à chaque fois qu'il a une décision, on regarde aussi, il a un check, est-ce que c'est en accord avec les valeurs. Tu vois, je pense qu'à chaque fois, tu dis est-ce qu'on est empathique, on est en train de care, est-ce qu'on est assez audacieux, assez ambitieux, donc est-ce qu'on persiste, tout ça. Donc ça, c'est clair. Après, ça se décline. Je te donne un exemple très concret, que c'est un des projets qu'on a aujourd'hui. On est en train de faire un assessment de tous nos leaders, les managers et les leaders de la société. Et on a travaillé sur une grille de compétences, parce que comme nos formations, on est super alignés. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Donc, on utilise cette grille de compétences pour voir où est-ce que le manager est et dans quels sont les axes d'amélioration, parce qu'on a tous envie de s'améliorer. Et les valeurs sont dans cet assessment. On peut pas. Est-ce que les gens sont vraiment à l'écoute de l'autre? Puisque quand on dit care, oui, est-ce que tu entends qu'est-ce que ton collaborateur dit? Est-ce que tu es vraiment empathique et tout ça. Donc, et elles sont là, elles sont dans notre processus de recrutement. On parle beaucoup de ça. Donc, je les vois partout, sincèrement. Non, mais oui, mais effectivement, c'est ce qui se dégage de ce que tu dis. C'est vraiment une cohérence à 360 degrés, qui est un peu notre slogan, nous, chez Be Harmonist, justement. Et tu vois, ce que je trouve génial, ce que tu dis sur les valeurs, c'est un vrai guide de décision. Parce qu'effectivement, nous, c'est ce qu'on prêche, ça doit être ça. Même, tu vois, tout le temps au niveau du codir, du comité de direction, je sais pas comment tu l'appelles chez Open Classroom, mais même au niveau de n'importe qui, en fait. N'importe quel manager, n'importe quel salarié qui n'est pas forcément manager, c'est comment tu vas pouvoir prendre tes décisions tout seul, et justement, ça libère quelque part justement les managers, et c'est incrémental. C'est-à-dire que tu es vachement plus confiant dans tes équipes quand tu sais que les valeurs sont incarnées, qu'elles sont redescendues partout, que tout le monde les vit de la même façon, quoi. Ouais. Je pense que c'est super puissant s'il y a cette cohérence, et c'est ce qu'on est en interne représente ce qu'on est en externe et tout ça. Et je pense que ça fait partie aussi du processus de recrutement. Avoir des valeurs fortes, par contre, ne veut pas dire recruter que des gens qui sont pareils, puisque ça serait dommage. Non, heureusement, oui. Et je pense que ça, c'est super important d'avoir en tête quand on parle de valeurs dans le recrutement. C'est les valeurs d'entreprise, mais c'est aussi
permettre aux gens d'exprimer ça de leur façon. Tout Donc, à je fait. pense que ça, c'est super important. D'où l'importance d'être très clair, très simple. Je pense que less is more dans plein de choses, mais pour qu'il y ait cette cohérence et que les gens se sentent vraiment en ligne avec ça. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis sur ne pas recruter que des gens qui sont pareils. Donc effectivement, les valeurs viennent, enfin, la culture vient créer ce cadre qui est un cadre d'expression. En fait, tu peux faire ce que tu veux tant que tu restes sur le terrain de jeu, en gros. Enfin, si tu veux jouer comme Messi ou si tu veux jouer comme Ronaldo, c'est ton choix, mais tu restes sur le terrain, quoi. Et du coup, comment tu t'assures justement de pas tomber dans une espèce d'endogamie ou d'homogénéité de gens que tu recrutes? C'est-à-dire que tu serais bien, enfin, naturellement, l'humain a tendance à aller vers des gens qui lui Les gens ressemblent. sont pareils, ouais. Tu vois, c'est réconfortant, ça pas posé de problème, on se comprend plus vite, donc ça va être plus efficace. Et pourtant, donc, ce que je me dis, c'est que vous essayez quand même de faire attention à ce qu'il y ait une certaine diversité. Comment est-ce que ça marche et pourquoi est-ce que c'est aidant pour Open Classroom? Je pense que la diversité est super importante parce que c'est là où on peut vraiment optimiser notre modèle aussi, hein, parce que tu comprends mieux comment d'autres personnes fonctionnent et tout ça. Donc ça, c'est très, très important. Et pour nous, on s'assure d'une manière très simple. Donc, nos recruteurs sont en train de faire aussi une formation sur le biais dans les recrutements et tout ça. Donc, on prend ça au sérieux parce qu'on veut être une entreprise très inclusive, que ce soit dans notre produit, que ce soit dans notre recrutement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on tient à cœur. On a mis aussi, par exemple, un cabinet de recrutement spécialisé dans la diversité pour nous aider et tout ça. Donc, il y a cette partie-là. Et il y a aussi, on se challenge beaucoup. Donc, surtout, parce qu'on a une partie de recrutement que c'est les cultural fit. Donc, est-ce que la personne est en ligne avec ça? Et à chaque fois, quand on reçoit, par exemple, un commentaire en disant oui, la personne est peut-être un peu comme ci, un peu comme ça, on va aller plus dans les détails pour que ça soit des choses vraiment argumenter, que ça soit pas des a priori. Et je pense que ça, c'est mon obligation en tant que Chief Human Resources Officer, c'est de s'assurer qu'on a un processus qui est complètement juste et qui n'est pas dévié. Et que ça, il faut former, il faut discuter, il faut challenger. Et du coup, n'importe qui peut faire passer un entretien et entre guillemets, tu vas drastiquement réduire le feeling personnel, en fait, même si c'est important. Mais en gros, tu vas pas recruter que la personne en face va pas recruter que quelqu'un parce qu'il lui plaît, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est sûr. Ou qu'il a fait les mêmes études, ou exactement, on connaît oui, bien sûr. tout ça. Bien sûr, Donc, tout à fait. Surtout chez Open Classroom, ça serait quand même ballot de prendre que c'est des gens ça, ouais, qui ont fait les mêmes études. C'est dommage quand même. Donc, voilà, et ça, mais c'est une routine, c'est une hygiène de vie. J'aurais dit, non, il faut se challenger, il faut, est-ce que on est en train d'aller dans la bonne voie là-dessus. Je veux pas qu'on croie que c'est que ça la diversité, mais il y a quand même un fait que j'avais vu en préparant ce podcast. Je crois que chez Open Classroom, vous êtes la seule startup française qui a plus de femmes que d'hommes, si je me trompe pas. Ouais. Et tu vois, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, encore une fois, la diversité c'est bien plus que ça, mais je trouve ça intéressant dans une boîte tech d'avoir fait ça parce que, on dit souvent que la tech c'est un milieu qui est très masculin, etc. C'est quoi ta vision sur ce sujet? Ouais, on a envie de vraiment être une entreprise qui valorise la diversité et l'inclusivité. Pour te donner une idée, aujourd'hui, dans le comité de direction, donc la C-Team qu'on appelle chez Open Classrooms, on est 3 femmes avec des parcours assez différents. On a donc notre Chief Product Officer, c'est une femme qui est aussi en tête de la tech. Donc, on a des managers en tech qui sont des femmes brillantissimes que je commence à faire leur connaissance. Donc, on a cette partie-là de l'égalité homme-femme qu'on essaye de s'améliorer. C'est pas parfait, hein. On a encore plein de choses à mettre en place. D'ailleurs, c'est un de mes chantiers. Je travaille avec mes équipes sur un projet parentalité. On a envie de rendre cette égalité aussi chez les gens. Et donc, on va être assez ambitieux dans ces projets pour permettre
aux papas aussi Pour le second de parent, ouais, devenir, tout à fait, ouais. mais de devenir de bons parents et de participer plus pour développer les femmes. Donc, on est très attentif à ça. On essaye de s'améliorer tous les jours sur toutes les questions salariales. Donc, il y a une vraie volonté de faire la différence. Mais comme tu disais, la diversité, c'est pas que l'égalité. Non, bien sûr. Mais c'est intéressant de souligner ce fait parce que ça montre que c'est possible et qu'entre guillemets, le fait de dire oui, non, mais on est une boîte tech, il n'y a pas de femmes dans la tech, c'est pas une excuse, quoi. Ouais, non, ouais, c'est exactement ça, c'est pas une excuse. Et on forme plein de femmes dans la tech avec nos Avec Open formations. Classroom, Donc exactement. voilà, donc Ça, là, c'est on a fait génial. la boucle. Alors, un dernier point, après j'arrête de te torturer sur des problématiques RH qui sont au quotidien. Un autre truc, c'est que vous avez mis en place une politique de congé illimité. Ouais. C'est un truc, la première fois que j'ai vu ça, alors pas chez Open Classroom, hein, parce que j'ai vu ça dans d'autres boîtes, mais je trouve ça, c'est génial. Et après, en lisant, t'as l'impression qu'en fait, t'as des congés illimités, mais en fait, du coup, les gens les prennent jamais parce que c'est illimité, et du coup, tu vas pas poser tes jours pour les finir, etc. Donc, en fait, les gens prennent moins de vacances que ce qu'ils auraient eu avec des jours normaux dans une entreprise traditionnelle. Comment ça marche, ça, chez Open Classroom? Ouais, je pense que ouais, ça c'est une réalité. Hein. Il y a tellement de startups qui ont mis des congés limités et personne les prend. Chez nous, comment on a pris cette situation? Déjà, il y a une partie que c'est la responsabilisation des collaborateurs. Donc, on a vraiment envie de traiter les collaborateurs comme des adultes. Oui, ça c'est J'ai bien dit ça ça. un peu en rigolant, mais tu as Non, mais beaucoup c'est très bien, de ouais. sociétés qui ne le font pas. Donc, Et c'est une vraie demande, hein, d'ailleurs, en tout c'est cas sûr. des jeunes générations et de la mienne, tu vois. Euh, c'est insupportable d'être infantilisé sur Ouais, non, mais c'est ça, tu peux cet pas être aspect-là, quoi. infantilisé. Mais pour ne pas être infantilisé, il faut que tu aies l'information et que tu prennes tes responsabilités. Donc, et c'est pour ça que, bon, avoir l'information, c'est partie de nos valeurs. We say as it is. Cette responsabilisation, par exemple, dans le cas des congés illimités, tu peux prendre des congés limités. Déjà, tu peux prendre des congés si ça n'a pas un impact négatif sur ton équipe. Et après, il y a toute une partie qu'on a un processus qui est très simplifié en termes d'information, mais qu'il faut informer au préalable et que tout le monde puisse s'organiser, puisque oui, il a une charge de travail, il faut s'adapter et tout ça. Donc ça, c'est pour le cadre, donc c'est assez spécifique. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'information, de pas de demande. Et après, si c'est un nombre important de jours, là, il y a une conversation avec le manager. Mais la partie la plus intéressante, c'est que même en faisant ça, on s'était rendu compte qu'il y avait encore des gens qui ne prenaient pas suffisamment de congés ou qui ne bénéficiaient pas de ces bénéfices. Et on a décidé de donner une prime si les gens prenaient plus de 3 semaines d'affilée. D'accord. Donc, c'est après une année chez Open Classroom, c'est une année d'ancienneté, tu peux bénéficier d'une prime de 1 000 € si tu On te prends. paye pour prendre plus de vacances, quoi. Ouais, on te paye plus, puisqu'on considère que c'est plus important. Et on est installé depuis la fin 2020, encore en dessus, donc on progresse là-dessus aussi. On a une semaine où toute la société, pendant l'été, sera en vacances. Donc, Ok. on a défini On ensemble ferme, quoi. quel était, on ferme. Ok. Donc, il y aura bien évidemment des gens qui sont en astreinte pour que nos étudiants et qui n'est pas soient accompagnés, qui ne Que la promènent bien plateforme sûr. ne crache pas. Ouais, tout à fait. Mais donc en août on aura ça. Et il y a aussi une semaine en décembre. Et ça a été fait d'abord, comme je disais, à la fin 2020. Et les gens étaient super contents de voir que pendant que tu pars en vacances, il n'y a pas ton Ton tes Slack mails qui qui explose. Ouais. tout ça, cette angoisse. Donc, on essaie d'accompagner beaucoup là-dessus. Ok. Ouais, du coup, je t'avais promis d'arrêter de te torturer avec des Non, sujets, mais c'est pas moi j'adore. des sujets RH. Bah oui, remarque, Ouais, j'espère, ouais, oui, en bien fait, sûr. ça doit pas être de la torture. Ouais. Mais du coup, un des derniers grands succès aussi d'Open Classroom, c'est que vous êtes devenu B Corp. Courant 2021, alors j'ai pas la date en tête. Ah, ok. Mais ouais, voilà. Et du coup, vous étiez déjà entreprise à mission depuis très longtemps. Vous êtes devenu B Corp, ça change quoi? Ça apporte quoi?
Je pense que ça change pas mal de choses et ça apporte pas mal de choses aussi. Si au moins la façon dont je vois les choses, donc une entreprise à mission, on choisit notre mission. Il y a le comité de mission, comme on a discuté, qui est indépendant et tout ça, mais ta mission, c'est choisi par toi. La certification B Corp, donc elle est différente puisque déjà elle analyse des domaines qui sont différents. C'est pas que l'éducation ou pas ou la formation, par exemple, si on imagine dans les collaborateurs, mais tu as plusieurs secteurs où l'entreprise va être évaluée. Et elle est évaluée d'une façon très détaillée. C'est un guide pour être sincère avec toi, mais on est en train de l'utiliser aussi comme guide pour développer nos pratiques RH, puisqu'il y a plein de choses qu'on voit qu'on pourrait s'améliorer et qu'on voit quel est le standard, qu'est-ce que les meilleures sociétés font. Donc, on a envie d'être vraiment dans le top du top en termes d'impact. Et donc, pour moi, c'est assez complémentaire. Tu as une mission et une certification qui te pousse à aller plus loin. Et il y a un impact business qui est important aussi. Alors, et du coup, justement, pour aller plus loin, donc on a beaucoup parlé de la croissance d'Open Classrooms. C'est quoi les grands projets, les grandes ambitions d'Open Classrooms? On en a parlé, 1 million de personnes par an qui vont être aidées à l'emploi. Mais du coup, comment tu vois en fait la suite pour Open Classrooms et quel challenge tu anticipes? Je pense que en termes de grands projets, c'est l'expansion internationale. L'accessibilité à l'éducation, il faut qu'il y ait du Oui, c'est monde. pas qu'en France. C'est pas qu'en France, Ouais. oui. Et il faut impacter pas mal de gens. Même si, comme je disais, on a des étudiants qui font les cours mensuellement depuis 140 pays différents. Mais ça, c'est à leur initiative. Donc nous, on développe maintenant cette expansion internationale. On a un bureau à Londres, à New York, et on commence à se développer. Donc, pour moi, ça, c'est la partie, c'est les gros chantiers pour nous en 2021. Et justement, tu vois, ça c'est un vrai sujet en termes de culture d'entreprise pour le coup. Alors du coup, toi-même, tu as un parcours hyper international, tu as bossé au Brésil, là tu es à Londres, tu bosses pour une boîte française. Comment tu fais pour maintenir une seule culture entreprise, la culture Open Classroom, dans tous les bureaux, dans tous les pays, et pour en gros éviter d'avoir des sous-cultures ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu mets en place pour t'assurer qu'en gros il reste un esprit Open Classroom? Je pense, comme on avait discuté, il faut que les processus soient imbibés avec les valeurs et qui chacun puisse sentir ça. C'est de la communication. Hein, une culture, c'est fait aussi par le partage d'informations, par répéter ce qui est important. Et ça, on le fait très bien. Donc, par ces rendez-vous hebdomadaires avec Pierre, par amener l'étudiant au centre de nos conversations. Donc, ça, c'est assez fort. Et après, depuis septembre de l'année dernière, on est aussi une entreprise où tu peux télétravailler à 100% si tu veux. Donc, on a déjà pris cette décision. Donc, pour nous, c'est un peu naturel. On n'a pas cette crainte puisque les gens sont déjà éparpillés. On a pu s'organiser super bien pendant la pandémie puisqu'il y a ces valeurs. Donc, je pense qu'il faut être intentionnel, il faut communiquer beaucoup. Je vois. Alors, attention, j'ai une question aussi un peu profonde sur. On a pas mal parlé de la mission, mais moi, une question que je me suis toujours posée sur l'entreprise à mission. Une mission, c'est bien, mais ton but, quand même, à un moment donné, c'est de l'accomplir. Est-ce que tu penses que la mission d'Open Classroom sera accomplie un jour? Mais je pense. Ah oui, ouais. C'est sûr. Mais je pense. C'est sûr. Après, rendre l'éducation, je pense qu'on le fait déjà de manière à notre niveau, à notre échelle très forte, très profonde. Et je te disais ça en termes d'accès et qu'il faut aller au-delà. Et donc, quand on voit qu'il faut qu'on favorise pour revenir là-dessus, par exemple, une des pistes qui a été signalée par les comités mission chez nous, c'était de rendre l'éducation accessible aux personnes défavorisées, donc de communiquer plus à ces personnes-là, de l'option Open Classroom. On est en train de le faire. Est-ce qu'on est prêt? Bon, la mission, elle est énorme, mais je pense que c'est
c'est possible, ouais. Et ça serait dommage d'avoir une mission qui n'est pas atteignable. Et du coup, justement, si on fait un saut dans le futur, ton futur idéal, quand est-ce que tu considères que cette mission sera accomplie, que ça y est, c'est bon, c'est fait? Je pense que c'est pas facile, hein. ah ouais, non, mais ça, c'est une question qui est philosophique, ça c'est sûr, bah oui, qui est justement. profonde, comme on t'avait dit, donc tu m'avais prévenu. Je pense que c'est une question, pour nous, ça va être lié à l'emploi, puisque c'est l'éducation qui amène à l'emploi, c'est où on aurait vraiment tourné les taux de chômage d'une manière assez impressionnante, pas qu'en France, mais d'abord en France, en Europe et ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est donner qu'il n'y ait plus de personnes qui n'ont pas des possibilités de se développer. Ok. Et donc justement, on reboucle avec ce qu'on s'était dit au début de l'interview. On avait un peu parlé de business, on a beaucoup parlé de mission. Est-ce que tu vois un cercle vertueux entre business d'un côté et impact de l'autre? Est-ce qu'une entreprise à mission, une entreprise à impact, ça aide à générer du business? Parce que ça peut souvent être vu comme quelque chose qui va venir, entre guillemets, te mettre des bâtons dans les roues, avec des gros guillemets. Ah, pas du tout. Moi, je trouve que c'est vraiment un outil de croissance qui est assez important. Si on va être très terre à terre, quel est le plus grand défi, un des plus grands défis qu'on a aujourd'hui en tant qu'entreprise, c'est avoir les talents pour délivrer nos ambitions. Donc, il faut attirer les talents, il faut les développer, il faut les convaincre de cette mission. Là, être une entreprise à mission est un grand plus en termes de marque employeur. J'ai participé à pas mal de processus d'interview depuis ma prise de fonction. C'est rare qu'il n'y ait pas quelqu'un qui dise mais je crois dans l'éducation, j'ai envie d'impacter les gens. Donc, je suis très contente qu'Open Classrooms a une entreprise à mission ou que vous êtes certifié B Corp. Donc, ça, pour moi, il y a un impact business qui est énorme. Et après aussi, ça rapproche aussi à des partenaires qui pensent de la même façon que nous. Donc, on a un partenariat assez intéressant aux États-Unis avec Yield. C'est une entreprise aussi B Corp qui se développe dans plein de sujets et qu'on s'inspire mutuellement. Donc, je pense qu'il y a pas mal de connexions aussi. Donc, pour moi, surtout, donc pour résumer, marque employeur, ça c'est sûr. Il y a aussi des partenariats, que ce soit avec les publics ou privés, sur des projets super intéressants. Ok, alors juste, Yield, c'est une boîte qui fait quoi? Parce que je la connais pas. La marketplace dans l'éducation aussi aux États-Unis. Ok, d'accord, ça marche. Regarde, c'est super intéressant. Ouais, je vais aller voir. C'est une femme fondatrice et CEO aussi dans cette. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, en créant, du coup, cette mission, la culture qui va avec, etc., en fait, tu fonctionnes un peu comme un aimant. C'est-à-dire que tu attires les gens qui ont la bonne polarité. Alors, je suis pas non plus ingénieur sur tout ce qui est magnétisme, mais tu vas attirer les gens et les partenaires qui ont la bonne polarité, et à la limite, le reste, tu le repousses, et c'est pas grave, quoi. Enfin, il y a que les gens qui sont résonnants, c'est le mot qu'on emploie, qui viennent vers toi, quoi. Ils viennent naturellement. Mais tu sais, et peut-être pour faire... Moi, c'est que aussi m'a beaucoup attiré chez Open Classrooms. C'est rare d'avoir une entreprise à mission avec autant d'ambitions commerciales aussi à la même fois et d'exigences. Et je pense que c'est cette combinaison qui nous fait très puissants. Tu vois, tout à fait. Alors, du coup, j'ai une dernière question pour toi, pour te mettre un peu à contribution pour tous nos auditeurs qui écoutent et tous les dirigeants qui t'écoutent. Qu'est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant d'entreprise qui hésite à travailler du coup sur sa mission, à devenir entreprise à mission, et même à travailler de manière plus large sur l'ensemble de sa culture d'entreprise? Je pense que c'est déjà trop tard, qu'il aurait fallu commencer. Ah non, leur dis pas ça, c'est terrible. Non, je rigole. Non, je pense que c'est super important. Le conseil, c'est il faut prendre soin de la culture. Il faut développer une société qui soit en ligne, en interne et en externe. Et pour ça, il faut se connaître beaucoup. Je pense que ça, c'est important. C'est un travail qui s'est fait top-down, bottom-up, avec les parties prenantes pour vraiment avoir cet alignement, avoir une culture
qui est d'affichage, ce serait dommage. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui vient vraiment de l'intérêt de la société, qui est en conformité avec ça dans tous ces domaines. Donc, je pense que cette cohérence est super importante. Ok, merci beaucoup Fernanda. Une dernière question, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée? Non, je pense que les questions étaient. Je pense que j'aurais voulu que tu me poses quelle est l'ambition RH, quelle est notre mission en tant que RH. Eh ben, du coup, Voilà. quelle est ton ambition RH du coup Donc, on a une ambition super. On est encore bon, je viens d'arriver, on travaille là-dessus, mais on veut aussi rendre nos collaborateurs employables aussi. Donc, c'est la même promesse qu'on fait en externe, on veut faire en interne, et c'est-à-dire de vraiment pouvoir le développer dans leur carrière et peut-être quand ils partiront aussi de voir qu'ils ont eu une super expérience et qui ont pu se développer et obtenir une opportunité encore très intéressante. Donc, c'est avoir cette vision holistique aussi en interne. Et qu'est-ce que tu fais pour ça du coup? Parce que tu vois, la promesse d'employabilité, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup pour attirer les jeunes dans des grands groupes, chez des entreprises très prestigieuses. Elle n'est pas forcément toujours délivrée derrière, à part parce que tu as le tampon de telle ou telle grande boîte qui, en théorie, te permet d'accéder quelque part. Est-ce que vous faites quelque chose? En gros, est-ce que c'est juste dire ah, il a bossé chez Open Classroom, donc c'est un bon? Ou est-ce que, du coup, j'imagine que non? Qu'est-ce que tu mets en place pour développer vraiment l'employabilité future de tes collaborateurs? Ce qui est assez courageux comme petite entreprise. Mais je pense que en étant une école, donc c'est comment on développe les collaborateurs et ça, on a encore énormément de choses à faire. Donc on a des objectifs assez précis aussi en termes de nombre de collaborateurs qu'on peut former avec nos produits, avec aussi des intervenants externes quand c'est pas assez avec l'offre Open Classrooms. Donc, il y a cette volonté de rendre les collaborateurs chez Open Classrooms meilleurs, qu'ils apprennent à développer d'autres compétences et qu'ils soient en mobilité. Super intéressant aussi. Donc, on a pourvu jusqu'à fin mars, donc je compte pas les chiffres d'avril, mais un peu plus de 80 postes. Donc, depuis le début de l'année, on a à peu près 20 personnes qui sont en mobilité interne. Donc, créer cette possibilité de carrière en interne est concrète. Donc, ça se passe par la formation, par créer des opportunités. Et je pense que être dans un environnement qui change tout le temps et qui est en constante évolution est aussi une façon d'assurer que nos collaborateurs sont en train d'apprendre, de se développer, tout ça. Donc du coup, finalement, c'est encore un bel exemple d'alignement et de cohérence, puisque ta mission, tu l'appliques à la fois en externe pour les étudiants d'Open Classroom, mais aussi en interne pour tous tes collaborateurs. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Fernanda. Du coup, merci à toi, Vincent. Ça fait presque une heure qu'on parle. Vous étiez 344 au début, vous êtes probablement 345 ou 346 maintenant. Donc voilà, bienvenue à tous les nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints pendant ce podcast. Ouais, ça augmente. Et puis voilà, écoute, c'était un vrai plaisir. J'étais super contente de pouvoir parler avec toi, Vincent. Merci beaucoup. Merci Fernanda. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent@beharmonist.com. C'est vincent@b-harmoniste.com. C'est simple et c'est sympa. À bientôt pour un nouvel épisode.